Conseil des ministres se réunit le vendredi 27 mars 2026 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence du général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, rapporte le Sahel, qui précise que parmi les décisions prises figure l'adoption d'un projet d'ordonnance instituant des organisations territoriales d'autodéfense dénommées DOM-LEDI. L'institutionnalisation de ces structures s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la mobilisation générale pour la défense de la patrie. Auxiliaires des forces de défense et de sécurité, les personnels des DOM-LEDI sont choisis parmi les anciens agents des FDS, Forces de défense et de sécurité, ressortissants des terroirs concernés ou parmi les habitants volontaires de ces terroirs. C'est à lire sous le titre « Le gouvernement adopte une ordonnance instituant des organisations territoriales d'autodéfense dénommées DOM-LEDI ». Terrorisme, DOM-LEDI, le peuple entre en guerre, titre à propos l'enquêteur, ou encore les DOM-LEDI, le pari audacieux de la refondation. Création des DOM-LEDI, le comité Union Tillabéri pour la paix applaudit mais ne baissera pas la garde. Nous allons veiller au choix des acteurs, promet Amadou Harouna Mega, président du comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans une interview accordée à l'enquêteur. Pour un autre confrère, Le Monde d'aujourd'hui, la création des DOM-LEDI apparaît avant tout comme une réponse pragmatique à une crise sécuritaire devenue structurelle. Face à des groupes terroristes mobiles connaissant parfaitement le terrain et bénéficiant parfois de complicité locale, les forces régulières se trouvent confrontées à des contraintes opérationnelles importantes. Dans ce contexte, l'intégration des forces locales présente un avantage stratégique indéniable parce que les populations autochtones possèdent une connaissance fine du terroir, des dynamiques sociales et des mouvements suspects. Elles peuvent ainsi constituer un maillon essentiel dans le dispositif de renseignement et de vigilance. De plus, leur présence permanente sur le terrain permet d'assurer une forme de veille sécuritaire continue, difficilement réalisable par des unités militaires souvent appelées à se redéployer en fonction des urgences du moment. Pour le monde d'aujourd'hui, il y a des avantages potentiels d'un dispositif bien conçu. Lorsqu'elles sont bien pensées, encadrées et contrôlées, les organisations territoriales d'autodéfense peuvent offrir plusieurs bénéfices significatifs. En effet, l'un des principaux atouts des DOM-LEDI résidera dans leur capacité à densifier le maillage sécuritaire du territoire. Là où les forces régulières ne peuvent être présentes en permanence, ces unités locales assurent une présence dissuasive. Il faut ajouter que le renseignement est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Les populations locales, intégrées dans un cadre structuré, peuvent fournir des informations précieuses et fiables à condition que des mécanismes de collecte et de vérification soient mis en place. Il faut également mentionner une appropriation communautaire de la sécurité car en impliquant directement les citoyens, l'État favorise une appropriation collective des enjeux sécuritaires. Toutefois, pour le confrère, il y a des risques inhérents à l'armement de civils. Pour le monde d'aujourd'hui, les risques liés à la création de telles structures sont réels et ne doivent en aucun cas être minimisés. Dans un contexte où certaines régions sont marquées par des tensions identitaires ou foncières, l'armement de groupes locaux peut être perçu comme une prise de parti. Cela pourrait raviver des conflits latents et transformer des différends sociaux en affrontements armés. L'un des dangers majeurs réside dans la dérive vers des logiques de vengeance. Des individus pourraient être tentés d'utiliser leur statut et leur armement pour régler des comptes personnels, avertit le monde d'aujourd'hui, qui pose la question centrale de l'encadrement et du contrôle. Pour le monde d'aujourd'hui, le succès ou l'échec DOM-LEDI dépendra largement de la qualité de leur encadrement. Pour cela, une sélection rigoureuse des membres s'impose à tout prix. Il est impératif que les critères de recrutement soient stricts, transparents et équitables afin d'éviter toute dérive communautaire ou clientéliste. Après une longue analyse, le confrère retient qu'en définitive, tout dépendra de la manière dont toute cette initiative sera mise en œuvre.
entre outils de stabilisation et facteurs de déstabilisation, la ligne est fine. C'est dans la rigueur de l'exécution que se jouera l'avenir des deux Moledi et en partie celui de la stratégie sécuritaire nationale. D'où son titre « Organisation territoriale d'autodéfense de Moledi entre nécessité sécuritaire et pari politique. » Autre sujet traité cette semaine par les confrères, la situation de l'ancien président déchu, Bazoum Mohamed, à compter du 2 avril 2026. À propos, l'enquêteur écrit que ce jeudi 2 avril 2026 marque une ligne de fracture invisible, mais historiquement lourde de sens pour le Niger. Pour le confrère, si l'horloge institutionnelle de la 7e République ne s'était pas violemment arrêtée le 26 juillet 2023, cette journée aurait consacré la fin légale du quinquennat de Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, dans le lourd silence de sa détention, son mandat constitutionnel expire de manière mathématique. L'homme qui se trouve ce matin sous haute garde est redevenu de fait et de droit un citoyen ordinaire. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est une victoire symbolique indéniable. Le spectre légal de la 7e République s'évapore de lui-même. Un encombrant citoyen ordinaire. Pourtant, cette caducité du mandat ne résout pas la grande équation politique. Mohamed Bazoum n'est plus président entre guillemets, certes, mais il demeure un problème épineux pour les autorités de la refondation. Son maintien dans les limbes de la détention, sans issue claire, se transforme en poids mort. Que faire de lui désormais, s'interroge l'enquêteur. Pour qui l'option de l'exil reste une pilule très difficile à faire avaler à une opinion publique exigeante qui réclame la reddition des comptes et refuse toute impunité. A l'inverse, l'organisation d'un procès spectaculaire pour haute trahison comporterait des risques immenses. Celui de transformer l'ancien dirigeant en martyr politique, d'offrir une tribune à ses soutiens et de rouvrir les profondes fractures nationales. Le statu quo, bien que pratique jusqu'ici, devient politiquement et judiciairement intenable sur la durée. D'où le commentaire du confrère sur une fin de mandat qui ne règle rien. Pour l'enquêteur, le temps a fait son œuvre juridique, balayant les textes et les délais, mais il n'efface pas les dilemmes politiques. En perdant l'illusion de son statut présidentiel, Mohamed Bazoum perd son armure institutionnelle, mais il acquiert par la même occasion une dimension tout aussi redoutable pour Niamey, celle du prisonnier politique absolu, un symbole encombrant que l'on ne sait ni juger sereinement, ni libérer sans risque. Toutefois, l'enquêteur note que le CNSP a magistralement gagné la bataille du temps contre la CEDEAO. La véritable épreuve consiste désormais à prouver sa capacité à solder par le droit ou par la politique le sort d'un homme qui, même sans couronne, continue de hanter le nouvel ordre nigérien. Bazoum cesse d'être président. Pour le CNSP, il ne cesse pas d'être un problème. Et plus le temps passe, plus ce dossier ressemble à une braise que personne ne parvient à éteindre sans se brûler. D'où son titre, 2 avril 2026, le jour où Bazoum cesse d'être président, mais pas d'être un problème. Ou encore, 2 avril 2026, le dernier clou dans le cercueil de la 7e République, à titre à propos l'éditorialiste Soumana Idriss Maïga de l'enquêteur. Pour le confrère, ce jeudi 2 avril 2026 n'est pas une simple date sur le calendrier républicain. C'est une borne historique monumentale pour le Niger. Ce jour consacre l'expiration théorique et légale du mandat de l'ancien président Mohamed Bazoum. Au-delà de la stricte chronologie constitutionnelle, cette échéance cruciale referme définitivement sur le plan juridique et symbolique la douloureuse parenté de la 7e République. Mais pour l'enquêteur, c'est surtout le glas qui sonne pour toute une classe politique scolarisée. Pendant des décennies, des politiciens professionnels, véritables dinosaures des joutes électorales, se sont arrogés le droit de vie ou de mort sur notre économie. Ces figures qui ont méthodiquement ruiné le pays par le clientélisme et la corruption rôdent encore aujourd'hui.
Chassés par la grande porte le 26 juillet 2023, certains caciques tentent désespérément de revenir par la fenêtre, espérant se recycler discrètement dans les antichambres de la refondation. Mais l'enquêteur a averti que le peuple nigérien, et particulièrement sa jeunesse ultra connectée, n'est pas dupe. Cette jeunesse rejette massivement et viscéralement ce retour vers le passé. Elle exige une rupture totale. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, sous l'autorité du général d'armée Abdraman Tiani, détient là une opportunité historique. Le grand ménage institutionnel étant désormais acté, l'heure de la relève générationnelle a sonné. Pour l'enquêteur, la refondation tant chantée ne pourra jamais se bâtir avec les architectes de notre propre effondrement. Pour relever les immenses défis économiques et sécuritaires, l'État doit s'appuyer sur du sang neuf. Notre pays regorge de jeunes talents, de leaders intègres et de technocrates brillants, patriotes dans l'âme et totalement vierges des compromissions du passé. Pour l'enquêteur, c'est à cette génération qu'il faut confier les clés de la machine étatique. Après ce fameux 2 avril, il n'y aura plus d'alibi juridique ni d'ombre constitutionnelle pour justifier la moindre complaisance envers l'ancien système politique. Le chef de l'État a les mains totalement libres pour propulser cette nouvelle élite au sommet. Planter ce dernier clou sur le cercueil de la vie politique politicienne, c'est tout simplement offrir à notre pays son acte de renaissance. L'enquêteur qui consacre un autre article sur le 2 avril sous le titre « Bazoum après le 2 avril, pourquoi le général Tiani a plus à gagner en le libérant ». Pour l'enquêteur, en tant qu'otage perpétuel, pour tenir en respect les bellicistes extérieurs qui ne rêvent que de nous réserver un mauvais sort, l'ex-chef de l'État, Mohamed Bazoum, ne nous est d'aucune utilité en prison. Pour le général Tiani, une libération de Mohamed Bazoum pourrait présenter plusieurs avantages potentiels. Le premier avantage serait diplomatique, parce qu'en relâchant Bazoum, Tiani pourrait desserrer une partie de la pression internationale sur le Niger, notamment venue d'instances qui dénoncent sa détention et demandent sa libération. Une telle décision pourrait être présentée comme un geste d'apaisement susceptible d'améliorer l'image du régime à l'extérieur, y compris auprès de partenaires avec lesquels Niamey pourrait vouloir renouer ou négocier plus sereinement. Le deuxième avantage serait politique et narratif. Si la libération venait d'une décision du pouvoir lui-même, Tiani pourrait tenter de la présenter non comme un recul, mais comme un acte de force maîtrisé. Montrer qu'il n'agit ni sous la peur, ni sous la contrainte, mais selon ce qu'il estime être l'intérêt supérieur de l'État. Le troisième avantage serait stratégique. Le libérer pour priver certains adversaires extérieurs d'un argument central contre Niamey et déplacer le débat vers d'autres priorités comme la sécurité, l'économie ou la diplomatie régionale. Le quatrième avantage pourrait être juridico-politique. Si le pouvoir estime que le mandat constitutionnel de Bazoum est désormais expiré et que son immunité a déjà été levée, une mise en liberté pourrait être conçue comme une mesure de décrispation sans abandonner complètement le levier judiciaire. Enfin, la libération de Bazoum pourrait paradoxalement semer la zizanie au sein de son propre camp politique, aujourd'hui profondément divisé. En le remettant dans le circuit, même hors du pays, le CNSP pourrait observer ses adversaires se déchirer sur la ligne politique à suivre, neutraliser ainsi toute opposition structurée. Et puis, le Niger s'est engagé dans une voie difficile, mais non impossible. Être libre, devenir respectable, analyse le courrier pour qui le peuple et ses dirigeants l'ont du reste compris pour en tenir compte, à braver toutes les adversités à faire face à tant de contrariétés. La lutte ne veut pas être facile, c'est un fait, on le sait, mais il en a été ainsi pour toutes les luttes de libération. Le peuple qui le sait s'était alors engagé derrière les militaires du 26 juillet 2023, sans réserve, sans rien demander, sans rien exiger, sinon que de bien gérer leur pays, acceptant courageusement de vivre et de se battre, même dans le dénuement, d'endurer les affres des privations, des sanctions iniques qui ne peuvent avoir raison de leur dignité et de leur ardeur à résister, à faire face à toute situation éprouvante. Mais comment tenir sur les chemins lorsque nous avons connaissance des nombreux obstacles qui les pavent, s'interroge gravement le courrier, qui revient sur le soutien constant du peuple.
Pour le confrère, ce contrat que nous prenions avec l'histoire a exigé que le peuple suive. Si, malgré sa détermination à en finir avec ce qu'elle appelle par mépris la jeune, la France avait été obligée de partir de notre pays, alors qu'elle s'y refusait, ce que la mobilisation des Nigériens et des Nigériennes face à ces armes qu'elle fourbissait avait énormément compté pour dissuader son bellicisme gratuit, cynique et impérialiste. Les États les plus civilisés l'avaient compris pour se désolidariser de la France dans cet entêtement, ce paternalisme des yeux de mauvais aloi qui tranche avec l'époque. C'est alors que le CNSP avait compris que le soutien populaire constituait la meilleure forteresse qui puisse le protéger de ses agressions et tous ces projets subversifs qui viennent révéler au monde la nature incorrigible d'une France qui ne peut trahir sa vocation colonialiste. Comme jamais, l'on peut aujourd'hui donner raison à Nicolas Machiavel, pour qui, quelle que soit la puissance des armes avec lesquelles l'on protège son pouvoir, l'on ne peut pas se préserver de menaces lorsque l'amour du peuple venait à vous manquer. Le prince, ainsi que le dira Machiavel, même avec les armes, ne peut pas gouverner sans avoir le cœur des hommes. Au Niger, face à la voie tracée par les militaires qui s'emparaient du pouvoir, le peuple avait compris qu'il était de sa responsabilité de se mobiliser pour légitimer ce choix. L'Amérique était la première à le comprendre pour se refuser au suivisme aveugle, prenant ses distances avec les rigidités et les extrémismes d'une France qui refuse de vivre l'époque pour s'attacher aux ruines de son passé colonial, aujourd'hui rejeté, que lui cause énormément de problèmes sur le continent parce qu'elle ne peut se réconcilier avec. Au moment où plusieurs menaces s'affirment, et notamment dans le voisinage, il est important de faire corps autour du CNSP et de son gouvernement afin de maintenir le cap, car face aux défis et aux espoirs africains suscités par ces révolutions sahéliennes, nous n'avons pas droit à l'échec. Le Sahel n'a pas droit à l'échec, ni même à l'erreur, conseille le courrier. Mais pour le confrère, tout le monde a compris que la refondation ne tiendra que sur ce pilier, celui de la justice à l'occurrence. En effet, depuis que l'on a vu le peuple s'engager autour de la transition en temps de refondation, certaines forces avaient travaillé à semer le doute, souvent à vouloir discréditer les militaires au pouvoir, en tout cas à trouver le moyen d'éloigner les Nigériens de la refondation, dans le but secret de la délégitimer et de réussir à pousser au divorce avec la transition et ainsi fragiliser la marche héroïque du peuple. Ce lien entre le peuple et la gouvernance actuelle, parce que vital, doit être maintenu. Et pour ce, il ne faut laisser le lézard passer entre l'arbre et l'écorce, entendu que parmi nous, dans le pays, il faut bien s'en préoccuper, d'autres, même s'ils peuvent montrer des signes du contraire, et donc de soutien douteux, dans la réalité, travaillent à l'ombre pour faire couler la refondation et s'aborder les efforts déployés dans la synergie nationale pour changer le pays, recommande encore et encore le courrier, qui recommande de rassurer par la justice. Pour le confrère, en vérité, le sentiment que la transition montrerait des faiblesses à s'attaquer à la racine du mal nigérien qui découle de la gestion dont elle a hérité sans être capable de fouiller cette gestion pour en rendre compte, a fini par émousser des ardeurs chez certains Nigériens aujourd'hui habités par le doute. Et c'est la transition elle-même, par la mission qu'elle a tracée à la CODEF d'agir dans un cadre discret, ne pouvait même plus communiquer sur son action depuis quelque temps, que les Nigériens ont commencé par s'interroger et même souvent par s'en inquiéter de ce que notre révolution manque de courage pour avoir la force de poser un regard critique sur nous-mêmes, sur notre manière par laquelle nous avons géré ce pays, gérer ces deniers publics pour situer des responsabilités et pour la pédagogie, pour sanctionner, non par méchanceté ou vengeance, mais par principe au nom de la vérité et de la justice. Pour le courrier, la transition, si elle veut réussir, ne peut pas s'autoriser le confort de l'impunité et donc de l'injustice pour tenir dans l'élan qui l'a poussé à reprendre en main le pays dans le but de le soigner de ses maux. Il est vrai que les Nigériens soutiennent encore, car ils n'ont pas d'autre choix,
tous veulent que ce pays change. Mais la réalité est que des malaises existent, souvent profonds. Il faut les entendre et les écouter pour soigner la relation avec le peuple et pour préserver la cohésion nécessaire à donner plus de force aux nouvelles autorités, conseille Le Courrier. Pour qui cette nouvelle marche du pays n'est pas faite pour plaire à quelques personnes ou pour faire mal à quelques autres. Elle est voulue pour changer ce pays et pour changer l'homme nigérien. Mais pour que cela soit, il faut que la gouvernance soit vertueuse, fondée sur la justice. C'est un principe. D'où le titre « Gouvernance, la fortification de la refondation passe par la justice ». Enfin, ce titre à lire absolument. Le vrai opposant du CNSP n'est pas à Paris, il est au marché. Titre l'éditorialiste Idrissa Soumana Maïga de l'Enquêteur. Moussa Oud Younoussa et ses co-accusés de nouveau devant le juge, une fraude présumée à 467 786 520 francs CFA, écrit en gros titre l'enquêteur. Ou encore, déchéance provisoire de nationalité, la liste noire du CNSP s'allonge. Enfin, grand bruit hier, grand silence aujourd'hui, autopsie des affaires intérêts, le mirage des PPP, entendez partenariat public-privé, aéroport Diori Hamani et Radisson Boulou. Bonne lecture à la semaine prochaine.